Et puis, je dirais, l'un des grands objectifs de ForestNet est dans le partage de la connaissance, d'où ces conférences. Disons, l'objectif derrière tout ça étant de partager l'information, de partager les connaissances, notamment avec les jeunes chercheurs, pour préparer, je dirais, la relève de demain en matière de recherche et d'innovation dans cette thématique très importante, et puis de créer une synergie entre chercheurs pour qu'il y ait de l'entraide, pour qu'il y ait de la collaboration, pour qu'il y ait des partenariats qui se tissent autour de ce domaine. Alors, les thématiques, elles sont vraiment très larges. Ils comprennent, je dirais, toute la chaîne de valeur de l'industrie des phosphates, mais ils vont au-delà. Ils s'intéressent aussi à l'eau, à l'énergie, même aux sciences humaines et sociales. Et donc, je dirais, tout chercheur peut trouver un intérêt quelconque au niveau, je dirais, de la communauté des chercheurs sur le phosphate. Et donc, nous invitons les chercheurs, qu'ils soient juniors ou seniors, à nous joindre au niveau de cette initiative de réseau pour que nous puissions créer, je dirais, une communauté de recherche qui travaille sur de la recherche utile et qui arrive à produire des résultats utiles et des résultats, je dirais, applicables, transférables et dans l'intérêt général de la communauté de façon générale et de la communauté socio-économique en particulier. Donc voilà, je suis désolé si, de vous avoir interrompu en plein conférence. Et donc, je vous rends la parole. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Sir Hosser. Allez-y, Yus, allez-y, Yus. Ça va, c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Ok, alors merci beaucoup Sirius, merci beaucoup Sir Hosser. Bon, tout l'honneur est pour moi et tout le plaisir est pour moi de discuter avec vous de cette thématique de métallogénie. Ben, mais vous venez de le dire, donc appel à tout le monde. Bon, effectivement, qu'il soit senior ou junior, je n'oublierai jamais ce que m'avait dit un ancien métallogéniste, que Dieu ait son âme, que je dis toujours à mes étudiants, c'est que en géologie, on est toujours débutant. Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et celui qui croit qu'il sait tout, ben, ce n'est pas la peine qu'il reste vivant. Alors, de qu'est-ce qu'on va parler? Donc, on va essayer donc de parler de la métallogénie et je vais aborder pour ça donc un petit plan. D'abord, je vais essayer de donner quelques définitions. Après, je parlerai de l'évolution des concepts métallogéniques. Après, la conception des modèles métallogéniques et après une conclusion pour essayer de résumer un peu l'ensemble de ce que j'aurais raconté au début et après quelques références bibliques. J'arrive pas à faire passer. Ça prend un petit peu de temps, c'est ça. Si vous arrivez mais... juste... Alors, est-ce que vous pouvez échapper, s'il vous plaît? César, est-ce que vous nous entendez? Vraiment qu'on a perdu César. César? Non, je vous entends, mais bon? je mets escape, ça ne sort pas. Je ne sais donc, pas ce qu'il a. Arrêtez le partage, et puis repartagez encore une autre fois. Alors, je vais repartager une autre fois. D'accord. Voilà. Est-ce que vous l'avez? Ça va, c'est très bien maintenant. Bon, donc alors je disais donc que je vais parler donc, de quelques définitions et après on va passer à l'évolution des concepts, le soubassement et la conception des modèles, des conclusions et après une bibliographie. Alors, pour les définitions, habituellement, quand on parle de minéralisation, on parle de gisement. Sauf que justement, cette notation et cette connotation, chez nous, ne va pas intervenir puisque toutes les études métallogéniques, elles peuvent s'intéresser aussi bien à un gisement, en activité ou à d'anciennes mines. Ce n'est pas parce que quand même la mine est fermée qu'il est bien connu. Non, on continue à étudier des mines qui sont en activité ou qui sont déjà fermées. Donc, alors, mais quand même, chez les mineurs, un gisement, c'est quoi? C'est une concentration minérale qui est exploitable économiquement dans les conditions existantes au démarrage de son exploitation.
Alors, pour parler de métallogénie, on va parler d'abord de ce qu'on appelle en général la géologie minière. Alors, c'est quoi la géologie minière? C'est toutes les études qui s'intéressent à la mine. Et là, on fait appel à toutes les connaissances géoscientifiques, en partant de la télédétection, en terminant par la microthermométrie, tout y passe, que ce soit la cartographie, la géophysique, la géochimie, et ainsi de suite. Et dans cette géologie minière, il y a deux spécialités, si vous voulez, qui vont nous intéresser. C'est la gitologie et la métallurgie. Alors, la différence entre les deux, c'est que la gitologie s'intéresse à l'étude des gîtes et des gisements. Donc, c'est d'abord une observation, une description. C'est une science d'abord descriptive. Alors que la métallurgie, on va aller un peu plus loin. À cette gitologie, on va rajouter, si vous voulez, quelques autres sciences, particulièrement la thermodynamique, la physique et la chimie. Alors, les buts et les moyens de la métallurgie. D'abord, le but de la métallurgie, c'est quoi? Et bien sûr, c'est d'abord comprendre le mode et les conditions de formation de gisement. Parce que étymologiquement, ça vient de métallo et de génie, donc c'est la genèse des minéralisations. Donc, on va comprendre comment est-ce que les gisements se sont formés. Ça va servir, si vous voulez, à trois choses. D'abord, au développement du gisement lui-même, et ensuite, savoir comment il est, à quel type de minéralisation il est, c'est-à-dire les modèles qui sont connus un peu ailleurs, et à partir de là, faire de la recherche de gisements similaires, ce qu'on appelle habituellement la métallogénie prévisionnelle. Alors, les discussions au niveau des métallogénies, si vous voulez, les débats tournent autour de quatre petits points. Le premier, c'est la relation entre l'encaissant et la minéralisation. Est-ce qu'il s'agit d'une minéralisation qui s'est déposée en même temps que la minéralisation, ou est-ce qu'il est venu plus tard, le signe génétique et l'épigénétique? Alors, en plus, les générations... S'il vous plaît, désactivez vos micros. Pardon, c'est ça. S'il vous plaît, désactivez vos micros. S'il vous plaît. Alors, merci, César, parce que je vous en prie. J'ai entendu aussi un petit bébé qui veut suivre la géologie minière. C'est bien. Là, alors, les générations et les âges de minéralisation, donc, par rapport à l'âge de l'encaissant, parce que la minéralisation n'a pas forcément le même âge que l'encaissant. Pire encore, ou mieux encore, ou plus encore, comprenez-le comme vous voulez, c'est que il y a quelquefois dans la même minéralisation plusieurs générations de minéralisation. Après, quels sont les facteurs qui contrôlent les minéralisations? Parce que si vous voulez aller chercher ou à développer cette minéralisation, vous devez connaître ce qu'on appelle habituellement les éléments de contrôle, les métallotectes. Et en plus, ben alors maintenant, on va passer, si vous voulez, à l'origine des fluides, s'ils sont hypogènes, supergènes. Alors, tous les débats à propos du PERA 500, PERD 500, ainsi de suite. Alors, comment on va s'y prendre, les moyens à mettre en œuvre? Donc, c'est toutes les géosciences. Alors, on va passer par l'analyse et l'étude des comparatifs des gisements similaires, de même type ou vraisemblablement formés par les mêmes processus. Ben, un petit clin d'œil à ceux qui font dans la géologie minière et particulièrement ceux qui font dans l'exploration. Comme vous le savez tous, le mot ont un peu évolué avec le temps. Au départ, on parlait des réserves. Alors, on avait les réserves certaines, les réserves probables et les réserves potentielles. Après, bon, on est passé un peu avec plus de précision à parler surtout, si vous voulez, des ressources et des réserves. Toutes les ressources ne sont pas des réserves. Alors, sur ce tableau-là, et je fais un clin d'œil à mon ami Yus. Alors, la métallurgie prévisionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, il va se baser, si vous voulez, sur deux approches différentes. D'abord, une approche analogique, c'est-à-dire qu'on va rechercher des gisements qui sont identiques à ceux que nous sommes en train d'étudier. Donc, c'est des gisements ressemblant aux gisements connus, ou alors approche par processus, c'est-à-dire qu'on va chercher à connaître quels sont les mécanismes qui contrôlent la concentration de la minéralisation et à partir de là, chercher la minéralisation dans des contextes pas similaires. Mais alors attention, pour cette deuxième, l'approche par processus, ça pose un petit problème pour les substances métalliques puisqu'ils sont contrôlés très très souvent par plusieurs mécanismes et complètement différents. Par contre, ça peut aider pour les substances énergétiques et les rochers minéraux industriels. Alors, passons maintenant à l'évolution des concepts. Alors, ne croyons pas que la métallogénie date d'aujourd'hui. Ah non, bien au contraire. Déjà, une inscription qui a été déchiffrée dans le temple de Ramsès III montre que les Égyptiens classaient les gisements d'or en trois catégories. Il y a ce qu'ils appelaient l'or de l'eau, le deuxième c'est l'or des montagnes, et le troisième c'est l'or d'Éthiopie. Si l'on veut, si vous voulez, les assimiler aux termes que nous employons en ce moment, eh bien, l'or de l'eau serait les placers, l'or des montagnes, ce seraient les philoniens, et l'or d'Éthiopie, ce seraient les amas sulfurés. Et si l'on veut se limiter, si vous voulez, aux précurseurs des temps modernes, les temps modernes, alors nous avons
On commence au XXe siècle. Alors déjà, la première, on va la prendre au niveau de M. Delaunay, qui avait travaillé beaucoup sur l'Afrique du Sud et qui a essayé de comprendre comment se fait-il, ou comment il se fait que les concentrations de Witwatersrand, le gisement du Rand, sont là. Alors, il a essayé d'utiliser plusieurs théories, plusieurs avances. Et bon, après lui, il y a Valère, il y a Spoor. Mais on va se concentrer, si vous voulez, on va se rester un peu sur Lindgren et Schneiderhorn. Ces deux savants, ces deux géologues ont mis en place, si vous voulez, les bases de toute la métallogénie actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, M. Lindgren, en 1922? Il avait, si vous voulez, deux types de minéralisation. Les types, les minéralisations d'origine mécanique et les autres qui sont d'origine chimique. Schneiderhorn, lui, il va distinguer, si vous voulez, les minéralisations liées aux roches magmatiques, les minéralisations liées aux gisements, aux roches sédimentaires et les gisements métamorphiques. Vous allez voir avec le temps qu'on restera toujours dans ce contexte, parce que ce qui va venir après, c'est le détail. Alors, pile en 1950, il va distinguer, si vous voulez, 4 types de minéralisation. Les minéralisations liées à un magma, les minéralisations liées au refroidissement magmatique, bon, il en fait 2 catégories différentes, les minéralisations hydrothermales et les minéralisations liées aux œufs de surface. Vous voyez que donc on reste à peu près dans la même chose, puisque les minéralisations liées à un magma et au refroidissement magmatique, ce sont des minéralisations liées au magmatisme. Les minéralisations hydrothermales n'ont pas changé, c'est le métamorphisme en réalité. Et les minéralisations liées aux œufs de surface, c'est les roches sédimentaires. Raguin en 1958 et Routier en 1958 aussi vont considérer, bon, donc Raguin, 2 catégories, les gisements endogènes et les gisements exogènes. On reste, si vous voulez, à peu près dans la même catégorie, parce que dans les endogènes, on aura le magmatique et l'hydrothermal, et dans l'exogène, c'est les roches sédimentaires. Pour Routier, alors la Routier va rajouter quand même quelques petits critères où il va se baser, si vous voulez, sur la minéralogie du corps minéralisé. Et après, il va considérer aussi, si vous voulez, le tonnage et donc la considération économique du gisement. Jensen, en 1981, va considérer une 9 catégories, mais si vous voyez la couleur, j'espère que les couleurs apparaissent, ça revient à peu près à 4 catégories. D'abord, les premières qui sont les actions liées à la ségrégation magmatique, à la sublimation et au métasomatique, donc c'est la minéralisation magmatique. Après, vous avez les minéralisations hydrothermales, vous avez les minéralisations de la catégorie 5, 6, 7 et 8, les sédimentaires, les bactériogénétiques, les évaporétiques et les résiduels, c'est les minéralisations associées aux roches sédimentaires. Et après, vous avez les minéralisations volcanogènes et exhalatives. Nicolini, en 1990, va lier les gisements, si vous voulez, à des strates, aux événements structuraux, aux roches cristallines et à la destruction des roches préexistantes. Ça revient exactement aux 3 catégories d'avant. Alors, si nous considérons la tectonique globale, parce qu'il ne faut pas oublier que la métallogénie fait appel à toutes les sciences, donc son évolution évolue en même temps que le savoir scientifique de géologie générale, de géologie globale. Avant, on ne parlait pas de tectonique globale. La tectonique globale, ça veut dire la tectonique des plaques, n'était connue que la fin pratiquement du XXe siècle. Donc la métallurgie va s'en inspirer et on va voir, si vous voulez, les ressources minérales qui sont liées au plutonisme. Là, nous avons 4 catégories, le plutonisme mafique et ultramafique, le plutonisme intermédiaire filicique, le métamorphisme de contact et le plutonisme alcalin. Les minéralisations associées au volcanisme, alors là, nous en avons 2, ce soit le volcanisme sous-marin ou le volcanisme aérien. Les ressources minérales des bassins sédimentaires, alors les sédimentaires marins ou marins et continentaux. Les minéralisations liées à l'hydrothermalisme, vous avez le contexte cassant, le contexte ductile cassant et le métasomatisme orogénique. Enfin, la dernière catégorie, les minéralisations climatiques, qui sont donc, vous avez 2 catégories, pédologiques et liées aux alluvions. Alors, ceci dit, moi je dirais, alors bon, ceci étant, quel est le sous-bassement et comment fait-on pour élaborer ces modèles? La typologie des gisements, alors, on va se baser, si vous voulez, sur la roche encaissante, comme je l'avais dit tout à l'heure. Nous avons les roches sédimentaires, les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Pour la métallo et pour les modèles, on va rajouter un peu
La relativité, rien à voir avec Einstein. Non, la relativité entre la roche et entre la minérisation et l'encaissant. Donc, le syngénétisme et l'épigénétisme. Et après, on va ajouter quand même un peu de tectonique, hein, ça va faire un peu de structural. Et si c'est nécessaire, quelquefois pour départager les différents modèles, on fera appel à la géochimie isotopique. Alors là, on est en train de parler des isotopes stables et de la microthermométrie. Bon, pour ceux qui aiment, c'est inclusion fluide. Par conséquent, un préalable, c'est la description du gisement. Il faut bien connaître son gisement. Il faut étudier l'encaissant sur tous les points, toutes les facettes, étudier l'enveloppe pour définir la relation entre la minéralisation et l'encaissant, étudier le corps minéralisé lui-même, la forme, les minéraux, c'est-à-dire les paragénèses, les relations entre les minéraux, les contrôles tectoniques, sédimentaires, lithologiques, et j'en passe. Alors, on va y aller. On va essayer de concevoir nos modèles. Alors, les gisements liés aux roches sédimentaires. Bon, comme pour les roches sédimentaires, alors les facteurs qui interviennent, bon, j'en ai retenu 3, hein, la nature des eaux et du bassin, les bactéries et les micro-organismes, et l'hydrodynamisme. Ce qui va nous donner 3 catégories de roches sédimentaires, les roches détritiques, les roches chimiques et les roches biochimiques. Eh bien, c'est pareil pour les minéralisations. Je m'explique. Les roches détritiques, qu'est-ce qu'on va y trouver? Donc, comme gisement, le contrôle, ce sera pour la densité et la forme des éléments, parce que donc, la loi de Stokes qui nous dit que les éléments lourds ou les éléments gros vont se déposer le premier et les plus légers vont se retrouver après. Eh bien, il y aura deuxième facteur, c'est l'altération supergène avec une reconcentration ou non in situ et les précipitations dans les interstices interminéraux. Alors, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner pour l'or le cas des gisements de l'Afrique du Sud. Deuxième catégorie, c'est les placers aurifères. Pour le plomb zinc, ça va nous donner une minéralisation associée aux arcoses, le cas de Zeida chez nous au Maroc, ou à Bousselam et Mrija dans les grès du Sinomarien, dans, si vous voulez, le Haut Atlas oriental. Pour les gisements chimiques, donc on prend l'équivalent des roches chimiques, les gisements chimiques, alors les éléments entre guillemets bon, utiles ont été transportés sous forme ionique, contrairement aux détritiques, et ont précipité donc dans un bassin. Alors, ce qui va contrôler donc cette minéralisation, tout comme les roches, c'est la physico-chimie du bassin. On va voir ce qu'on peut appeler habituellement les fronts géochimiques. Alors là, l'exemple que vous avez ici, c'est les BIF, les Banded Iron Formation, avec les formations, si vous voulez, qu'on appelle. Alors, vous les avez ici, donc le fer qui va aller du fond du bassin, et il va se déposer, si vous voulez, dans ces régions-là, et on va voir bien sûr une zonalité, l'hématite, la magnétite et la sidérite. Les gisements sédimentaires chimiques, alors quelques exemples, vous avez l'uranium. Alors, 2 catégories qu'on va trouver, si vous voulez, dans les milieux réducteurs, dans les environnements lagunaires. C'est le cas de l'Australie. Mais vous pouvez le trouver aussi dans les interstices des grès et des roches détritiques. Le cuivre, on va trouver, si vous voulez, des dépôts dans les schills riches en matière organique, qu'on appelle habituellement les Kupferschiefer. Nous en avons un exemple dans la région de l'Argana. Vous avez le manganèse, alors, si le pH est faible, il va précipiter sous forme d'oxyde, pyrolusite, manganite-osmanite, c'est le cas des mini-bois. Mais si vous avez un pH neutre, bien vous allez avoir, ou légèrement réducteur, vous allez avoir, si vous voulez, des carbonates, la rhodochrosite. Les évaporites étant encore un exemple, et peut-être même le plus facile à comprendre au niveau des sédimentaires chimiques, parce que dans ce cas-là, ce qui va intervenir, si vous voulez, c'est que la quantité d'eau qui s'évapore est supérieure à la quantité d'eau qui vient. Donc, il y aura une saturation avec le temps du milieu en élément donné et qui va conduire, si vous voulez, à sa précipitation. Alors, c'est le cas, par exemple, de la halite, le sel gemme et de la potasse. Alors, attention, quand on parle de potasse dans les évaporites, il ne s'agit pas de KOH. Ah non, non, non. Ça, c'est pour les chimistes. Pour les métallogénistes, la potasse, c'est en gros la sylvine, si vous voulez, la KCl associée à un peu de halite et un peu, si vous voulez, d'impureté. Les gisements biochimiques, tout à l'heure c'était les chimiques, là c'est biochimique, là c'est les bactéries, si vous voulez, qui vont agir en même temps que, si vous voulez, les conditions chimiques, ou alors c'est des organismes purement et simplement. Alors, quand il s'agit, si vous voulez, des bactéries qui interviennent, vous avez le soufre. Habituellement, le soufre, on le connaît sous plusieurs formes, mais le plus important, les plus grands gisements de soufre, si je laisse de côté ceux qui sont associés au gaz, si vous voulez, hydrocarbures, il y a ce qu'on appelle le soufre biogénique. Le soufre biogénique, c'est quoi? C'est l'altération des
du gypse par les hydrocarbures en milieu, en présence, si vous voulez, de bactéries. Mais alors là, la réaction est très, très complexe. Mais si on veut la résumer, on va prendre notre CaSO4, on va lui rajouter le CH4, et il va nous donner du S qui va précipiter, et bien sûr du CaCO3. Alors, je vais revenir tout à l'heure au point de vue de ce CaCO3, la calcite qui est en réalité un calcaire, quand on va dire à quoi vont nous servir, si vous voulez, la géochimie isotopique. Alors, les roches siliceuses, le cas des diatomites, les diatomites, ce sont des roches, effectivement, mais ce sont aussi des minéralisations. Et c'est quoi? C'est l'équivalent de la craie. Sauf que les petites bestioles, vous m'excusez le terme, vont se nourrir de silice et ils vont avoir, si vous voulez, en mourant, créer des gisements de diatomites. La craie, c'est quoi? C'est des petites bestioles aussi, dont les tests sont faits de carbonate de calcium. La houille, ce sont des dépôts charbonneux qui sont associés à la paléogéographie à domaine deltaïque, où vous avez, si vous voulez, des arbres qui vont se déposer et qui vont donner des gisements. Les roches bitumineuses, c'est quoi? C'est à peu près la même chose que la houille, sauf que la nature de la matière initiale est différente, parce que là, nous allons avoir beaucoup plus de plancton comme matière initiale, et la matière organique ne va pas atteindre la maturation pour donner les hydrocarbures, et il va bien sûr précipiter sous forme de roches, constituer des roches bitumineuses, que ce soit des schistes bitumineux ou des calcaires bitumineux. Et bien sûr, comme nous sommes au Maroc, nous avons les phosphates. Alors, à propos des phosphates, habituellement, il y a beaucoup de gens qui associent, si vous voulez, les phosphates aux animaux marins qui, si vous voulez, qui sont morts et qui ont donné les gisements. Mais alors, si vous imaginez, si vous concevez la taille de nos gisements, par exemple, essayez de concevoir le nombre d'animaux et la quantité d'animaux et la taille de ces animaux pour avoir toutes les minéralisations phosphatiques que nous avons. Je crois personnellement que, bon, c'est vrai qu'il y a des animaux puisque nous trouvons, si vous voulez, des restes, hein, les fossiles, les dents de requin, ainsi de suite, mais le gros morceau des phosphates sédimentaires doit provenir, si vous voulez, de la précipitation directe, des génétiques peut-être, de l'apatite avec action microbienne et de la matière organique. C'est-à-dire que dans des bassins un peu profonds qui communiquent avec des océans, on va avoir des courants à d'eau froid qui sont ce qu'on appelle habituellement les upwelling, qui sont riches en phosphore et qui vont précipiter, qui vont donner l'apatite, qui va précipiter avec lors du changement des conditions pH-T et la pression du CO2. Et bien sûr, le Maroc, la minéralisation phosphatée va de la fin du Crétacé, donc le Crétacé supérieur, jusqu'à l'Éocène, à ça une phosphatogénèse de 20 millions d'années. Alors là, je voudrais attirer votre attention sur une petite chose, c'est que c'est vrai qu'au Maroc, chez nous, les gisements phosphatés sont des gisements sédimentaires, mais de par le monde, il n'y a pas que les gisements sédimentaires. Il y a aussi les gisements de phosphate dont l'apatite est magmatique. Et bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle habituellement le guano, qui est constitué, si vous voulez, des excréments des oiseaux et qui donnait, si vous voulez, des engrais, particulièrement à la fin du 19e siècle, où il y avait même, si vous voulez, ce qu'on peut appeler le Guano Island Act, qui a été élaboré par le Congrès américain, qui donnait le droit à tous citoyens américains de prendre possession d'une île non possédée, qui n'appartient à personne, seulement c'est bon, et il peut contenir du guano. Alors, cette Guano Island Act est toujours en vigueur au XXIe siècle. Alors, les gisements secondaires en milieu sédimentaire. On a vu maintenant les gisements sédimentaires détritiques, chimiques et biochimiques. Alors, les gisements secondaires, alors, vous avez en premier lieu le latérite. Alors, c'est quoi les latérites? C'est que vous prenez une roche initiale, mer, vous la soumettez à un climat humide et chaud. Alors, la partie supérieure va s'altérer. Cette altération va nous donner, si vous voulez, des types de gisements. Alors, j'en ai retenu deux principaux. D'abord, quand il s'agit d'une altération pédologique, on va voir les bauxites, c'est-à-dire que vous prenez une roche mère qui est riche, si vous voulez, en silicate d'alumine. Quand elle va subir les conditions météorologiques, eh bien, l'aluminium va, si vous voulez, donner, les silicates d'alumine vont s'altérer en donnant des hydroxydes d'alumine. Ce sont les bauxites. Alors, vous avez donc la cuirasse
vous allez trouver, si vous voulez, les gypsites, la bohémite, la goethite et l'hématite. Hein, donc l'alumine en premier et le fer en diaporama est second. désactivé. Pardon? Le diaporama est désactivé. Le panorama est désactivé. Alors, ben, pour moi, il est encore... alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, alors... S'il vous plaît, c'est ça. C'est bon Oui. pour nous. Celui qui a voilà. Il ne fallait pas faire. Celui qui a un problème de diaporama, il n'a qu'à raccrocher et se reconnecter. Parce que ce n'est pas bon pour tout le monde. Celui qui a un problème de panorama, qui ne le voit pas, il n'a que raccrocher et se reconnecter encore une autre fois. Merci. Je crois qu'on est revenu. C'est bon? C'est bon, c'est bon. C'est bon, ok. Donc, alors, je disais que donc, pour les bauxites, c'est l'altération de silicate d'alumine qui vont avec le climat, donc donner des oxydes et hydroxydes d'aluminium, pardon. Donc, ça va donner des bauxites. Alors, deuxième catégorie, si vous voulez, de gisements résiduels qui sont dus à l'altération pédologique, c'est le nickel. Ben, tout le monde connaît le nickel de la Nouvelle-Calédonie. C'est exactement la même chose, sauf que tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des bauxites? C'est qu'il y a eu une transformation de la roche initiale. Là, il y aura une transformation, mais on va garder, si vous voulez, un enrichissement sur place. Donc, on va avoir une péridotite initiale qui va se transformer, si vous voulez, en saprolite, qui va s'enrichir avec le temps en nickel. Donc, les éléments qui ne sont pas mobiles vont être retenus et les éléments mobiles vont être lessivés. Alors, parmi les éléments qui ne sont pas si mobiles que ça, eh bien, on va avoir le nickel et le cobalt. Bien sûr, plus ou moins un peu de fer. Alors, bon, je vous ai mis ici donc la saprolite. Alors, c'est là où les minéraux vont se concentrer le plus. Il y en a toujours dans cette partie-là, mais une concentration la meilleure se trouvera au niveau de la saprolite, donc si vous voulez, qui est une péridotite altérée. En résumé, si vous voulez résumer pour les minéralisations sédimentaires, alors voilà le processus. Vous partez d'une roche-mère, vous allez l'altérer et vous allez avoir soit que les éléments vont se concentrer par sémentation ou concentration, donc c'est les gisements d'altération météorique, hein. Ou alors vous allez avoir une concentration par transport et tri. Les éléments, ce sont des éléments figurés qui vont être transportés, donc on va avoir les gisements détritiques, ou alors les éléments vont être mis en solution et il va y avoir concentration après transport et précipitation, c'est les gisements chimiques et biochimiques. Donc ça nous a donné, voilà les différentes catégories de gisements, de minéralisation de type sédimentaire. Voilà, donc alors les gisements liés aux roches détritiques, les placères aurifères, les gisements de substitution, les gisements organogènes ou les gisements biochimiques si vous préférez, les phosphates, le charbon, les siliceuses et le soufre, les évaporites, la halite, la potasse, et les gisements d'altération supergène, les altérations et l'altérisation. Alors, il y a des gisements qui vont se mettre dans des contextes sédimentaires, mais qui ne sont pas d'origine sédimentaire. C'est habituellement les gisements secondaires, le meilleur et le plus connu, c'est ce qu'on appelle le MVT, c'est le Mississippi Valley Type. Alors, les gisements, ce sont des gisements qui sont des gisements de basse température, mais attention, il faut quand même que cette température soit supérieure au gradient géothermique local. Avec un milieu assez salé, puisqu'à teneur en sel est de l'ordre de 10 à 30% de sel. Ce sont des gisements stratiformes, c'est-à-dire que ce n'est pas des gisements sédimentaires, ce sont des gisements stratiformes qui encaissent, si vous voulez, la forme, qui prennent la forme des strates, sans en être. Et ils se mettent à de faibles profondeurs sur la bordure du bassin. Ils entraînent bien sûr lors de leur formation, bien sûr il y aura en plus du dépôt des minéraux utiles, habituellement c'est le plomb zinc. Le plomb zinc, il y a des gens qui ajoutent aussi de la barytine, mais bon, il y a le plomb zinc essentiellement. Eh bien, dans ce processus, il y aura l'altération et les dissolutions de l'encaissant. Alors ça va nous donner, si vous voulez, ici c'est le cas par exemple, vous avez une montagne, donc vous allez faire tomber de l'eau, de la pluie, qui va s'infiltrer, mais à partir d'un certain moment, vous allez à un écran, hein, et bien cet écran-là va obliger l'eau à remonter. Alors tout ce qu'il avait lessivé en cours de route, il va le redéposer. Alors là, il y a, attention, quand on va parler de karst, les métallurginistes divergent un peu sur la notion de
karst. Parce que pour certains, pour que l'on parle de karst, il ne peut être produit que par des eaux de surface. Des eaux, c'est des eaux supergènes. Pour d'autres, non, on peut avoir aussi des karstes endogènes, c'est-à-dire qui ont été formés par des eaux qui viennent de profondeur. Dans le cas de minéralisation de MVT, en réalité, on va trouver une non-minéralisation à l'intersection de ces fluides. Parce que pour que la minéralisation se dépose, il faut que les conditions EH et pH, P et T changent. Sinon, il va rester toujours en solution. Et pour qu'il change, alors s'il était dans une température donnée, il faut que la température baisse. Pour qu'il y ait précipitation, il faut que la pression baisse. Et ainsi de suite. Donc, on aura des poches karstiques où il y aura un mélange des eaux hypogènes ou des fluides hypogènes qui sont riches en minéralisation, en métaux, et des eaux supergènes qui sont oxydantes et qui vont donner des contextes physico-chimiques différents des eaux hypogènes. Et il y aura précipitation. Alors, l'un des meilleurs cas chez nous au Maroc, c'est le gisement de Twissit. Le gisement de Twissit, dans la partie orientale du pays, donc dans le pays des Horst, c'est un gisement qui est connu à l'échelle mondiale, puisqu'il est parmi les principaux gisements MVT du monde, qui fait, si vous prenez n'importe quelle littérature, le cas de Twissit. Alors quand je parle personnellement de Twissit, je ne parle pas uniquement de Twissit, la mine, l'ancienne mine de Twissit-Boubker, non, c'est tout le bassin, Twissit-Boubker, Bdian, et tout le reste. Donc pour nous, c'est la même chose. Hein. Alors, vous avez ici, si vous voulez, tout le bassin. Ce que vous voyez en rouge, c'est les minéralisations qui sont connues. Alors, vous avez Boubker qui est ici, vous avez Bdian ici, vous avez Mkta ici, ainsi de suite. Alors, comme la métallogénie et la minéralisation n'ont pas de frontières, eh bien, la minéralisation se poursuit en Algérie, le gisement de l'Abd. Voilà. Alors, c'est des formations de l'alénobagocien qui ont été, si vous voulez, dissoutes par des fluides aussi bien hypogènes que supergènes et qui ont donné des poches dans lesquelles les minéralisations se sont déposées. Alors là, vous avez une zonalité, donc le cuivre, le plomb zinc, le zinc plomb et un peu le fer tout à fait vers l'extérieur. Alors, les gisements volcano-sédimentaires. Alors, c'est quoi? C'est à peu près la même chose que le gisement sédimentaire, sauf que il y a un peu de volcanisme qui va s'y ajouter. Donc, ce sera des gisements de type hydrothermal sédimentaire, ce qu'on appelle généralement sédimentaire exhalatif, donc c'est le SEDEX, ou alors de type volcanogène, de volcanique exhalatif, et c'est dans ce cas-là, c'est les VMS. Alors, le type SEDEX, c'est, vous avez les fluides hydrothermaux qui sont denses, qui sont expulsés dans le bassin et qui vont nous donner des corps tabulaires. Alors, on va voir tout à l'heure que ce n'est pas toujours évident pour distinguer un gisement sédimentaire exhalatif, un gisement VMS et un gisement MVT. On va voir tout à l'heure. Voilà, vous avez ici, par exemple, un gisement MVT, type Mississippi Valley, et un gisement de type SEDEX. Ils sont formés à peu près de la même manière. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est là où on va faire appel aux inclusions fluides, parce que justement, on va avoir des températures ici qui sont un peu plus élevées que dans les Mississippi Valley. Et on va faire appel aussi à de la géochimie isotopique, parce que dans les SEDEX, vous allez avoir quelques petites signatures, si vous voulez, de soufre d'origine endogène. Les VMS, c'est le volcanogénique massif sulfide. Alors, la différence, c'est que là, vous allez avoir le corps magmatique qui est apparent, c'est-à-dire que la signature magmatique, vous allez voir, donc, si vous faites une coupe globale, une coupe du gisement, vous allez trouver au sommet, vous allez avoir votre minéralisation. En dessous, vous allez avoir un stockwork, c'est-à-dire qu'une minéralisation qui n'est pas tout à fait aussi massive qu'en partie supérieure. Et après, vous allez avoir le magmatisme qui est, disons, évident en bas. Une image que je pique dans un ouvrage de M. Gebrak et Marcou sur la métallogénie qui vous donne les différents types, si vous voulez,
de VMS. Alors ici, le Maroc, les Jbilet, il le classe dans cette catégorie ici, c'est-à-dire selon la nature, si vous voulez, du volcanisme, qui est différent de l'un à l'autre. Ici, vous avez la Sudibérie, la Huelva, le Kuroko donc au Japon, la BTB au Canada et les Jbilet Messa au Maroc. Une photo que je pique à notre ami Hibti sur l'amas de Hajar, où vous avez ici le corps massif, hein, et vous avez ici des roches volcaniques avec, si vous voulez, ici, les minerais de type stockwork. Donc, vous avez le massif, vous avez le stockwork, et après, et en bas, ici, vous avez le volcanisme. À côté, vous avez, si vous voulez, voilà, si vous voulez, le corps, la minéralisation massive, et voilà ici le volcanisme, si vous voulez, essentiellement des tuves, des cendres, et ainsi de suite. Alors Hajar, donc, était l'un des principaux gisements de type VMS au Maroc. Deuxième catégorie, donc on a terminé avec, si vous voulez, le milieu sédimentaire. On passe aux roches magmatiques. Alors, les roches magmatiques, on va distinguer, si vous voulez, les minéralisations qui sont liées directement à la cristallisation et ségrégation des roches magmatiques et les minéralisations qui sont induites par l'intrusion magmatique et qui seront encaissées dans d'autres roches. D'accord? Alors, en plus donc, de la roche intrusive et la roche extrusive, nous allons distinguer la pétrochimie du magmatisme. Alors, on aura le mafique, le tramafique, l'alcalin, ainsi de suite. Alors, pour cette distinction, on va distinguer d'abord sur un plan temporel. Alors, vous avez au niveau des magmatismes soit précoce, soit tardif à post-magmatique. Dans le magmatisme précoce, nous aurons la dissémination, c'est-à-dire que les minéralisations sont dues à une cristallisation sans concentration. C'est le cas des diamants, des chromites et des corindons. Le cas de la ségrégation, c'est il y a cristallisation, différenciation et accumulation. C'est particulièrement le gisement d'ilménite, de platine et du nickel. Pour les minéralisations qui sont tardives à post-magmatiques, les minéralisations vont se former à partir de fluides résiduels. Donc, les minéralisations seront séquentes sur différentes structures. Alors, on aura les gisements qui sont formés par l'accumulation, l'alkylation et la différenciation, et les gisements qui sont dus à la séparation émissible et particulièrement dans les injections. Sur le plan de la géométrie, on va avoir des gisements qui sont à l'intérieur, intraplutonique, donc situés dans l'intrusion, les gisements qui sont à l'extérieur du pluton. Ils sont donc dans la région, dans la formation intrudée. Donc en particulier, nous avons l'escarne. L'escarne, donc les plus connus sont les tungstènes. Mais je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à nos amis de la mine de Tirza, parce qu'ils ont quand même des gisements d'or dans les carbonates du Tirza. Et vous avez aussi, donc périplutonique, vous avez les pegmatites qui sont connus, si vous voulez, pour être la phase finale, le stade ultime de la cristallisation magmatique. Donc, vous allez voir, c'est vrai que les plus connus sont les feldspath, les mica et le quartz, puisqu'on va avoir de très, très gris cristaux, mais nous avons aussi les roches, si vous voulez, les terres rares, et nous avons le tungstène, le mosabudine, le molybdène et l'or. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand il y a ces intrusions-là, on peut obtenir ce qu'on appelle la zonalité périgranitique. Je prends ici le cas de Tirza. Alors, vous avez ici ce qui est en rouge, ce sont les granites, le granit du bispical, le granit de la mine et le granit du kaolin. Et vous allez avoir un zoning autour de ces massifs granitiques. Vous allez avoir au départ une auréole à tungstène, après une auréole à or, et après une auréole à antimoine. Les minéralisations qui sont exploitées sont de type filonien. Alors, si vous analysez, donc vous allez vous demander quelle relation il y a avec les minéralisations, puisque les minéralisations de type filonien obéissent surtout au système de Riedel. Et là, j'espère que les gens de Tirza sont à l'écoute et qu'ils me corrigeront au cas où j'ai dit des choses qui ne sont pas si correctes que ça. Donc, vous allez voir ici le filon nord et le filon de Ahmed et Moussad. Et entre les deux, vous avez donc le filon du signal et les filons W1, et ainsi de suite. Donc, c'est un régime de système filonien. Alors, vous avez les porphyres, c'est à peu près la même chose. Donc, vous avez des zonalités aussi, avec des minéralisations, essentiellement à molybdène, cuivre, mais aussi à or, qui peuvent se mettre dedans. Les roches qui sont, point de vue pétrologique, différentes, on va avoir donc
les minéralisations qui sont associées au plutonisme basique, ultra-basique, particulièrement le nickel, le chrome et les minéralisations et les éléments du groupe du platine, ou alors les minéralisations qui sont associées au plutonisme filsique, les teintes on vient de voir, les teintes tungstènes, les porphyres à or molybdène, les minéralisations de ce qu'on appelle IOGC, c'est iron, ore and gold and copper, et les scarabs. Les minéralisations associées au plutonisme alcalin, donc le cas des carbonatites, et on va voir le nobium dental et les terres rares. Alors, cas des diamants, alors les diamants, ben, j'espère qu'on va en trouver bientôt au Maroc, c'est, si vous voulez, un volcanisme ultra basique qui va intruder des roches. Alors, au moment de l'ascension, il va arracher des diamants qui sont, si vous voulez, à ce niveau-là, et ils vont arriver en surface. Et c'est ce qu'on va trouver donc, dans les kimberlites. On a parlé tout à l'heure des pegmatites, donc c'est... Je ne reviens pas là-dessus. Alors, 10 minutes encore, c'est ça. 10 minutes, aïe, 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 aïe. Ok, d'accord, alors je vais essayer de faire vite. Alors, les minéralisations qui sont associées aux roches métamorphiques. Alors, nous avons donc les minéralisations qui sont la roche initiale qui est transformée elle-même, c'est le talc, le graphite, l'asbeste et l'andalosite. Mais nous avons aussi des shear zones, parce que ça nous intéresse surtout au niveau, si vous voulez, des minéralisations aurifères. Les shear zones, alors, ils se produisent, si vous voulez, au niveau où ce ne sont pas de vrais filants, ils se produisent, si vous voulez, au niveau, si vous voulez, de la zone ductile cassant. Dans le détail, c'est plus compliqué. Par exemple, tout à l'heure, parce que c'est beaucoup plus facile quand on le présente, mais si on rentre dans les détails, ça devient compliqué. Alors, pour l'or, on a d'abord la classification par Boyle, après par Bache, qui va revenir aussi d'à peu près de la même façon, donc le sédimentaire et volcanisme pérogénique, plutono-volcanique et détritique, ça c'est on parle de l'or. Sawkins qui va parler en 1984, qui va nous les classer en plusieurs catégories. Alors, je mets ici les greenstone parce que je les mets en bleu, parce que, si vous vous rappelez, lors de la conférence de Mme Fawzia Hassan, je lui avais posé la question à des greenstone, parce que pour l'imitation aurifère, ce sont des roches qui sont très, très intéressantes pour l'imitation aurifère. Alors, pour l'or originique, donc bon, alors il y a avec l'évolution de la tectonique des plaques, nous avons ici le dernier modèle qui est dû à Gross, et donc qui a été repris par Goldfarb, et qui va nous dire la plume montalique, donc si vous voulez les points chauds, hein, les points chauds, qui va nous donner des minéralisations aurifères qui seront étagées, hein, il y aura, si vous voulez, une zonation étagée selon d'abord l'approche par rapport, si vous voulez, à cette plume, à l'intrusion. Donc il y aura, vous voyez ici qu'il y a un mélange avec la croûte. Vous avez l'intrusion granitique, mais vous avez aussi le point chaud qui va venir influencer l'ensemble. Pour les distinguer, alors, vous avez les paramètres qui ont été pris en considération et les différents types de gisements aurifères. Je vous mets ici une photo de la mine de Bingham, hein, parce que la mine de Bingham est très, très connue pour l'émulation du cuivre, mais qui renferme aussi de l'or. Alors, c'est une mine à ciel ouvert, hein, qui a une profondeur de 970 mètres, qui est large de 4 km et qui a une superficie en surface de 770 hectares. C'est énorme. Mais alors, quand on a dit tout ça, on se pose la question si le temps ne refait pas des siennes de temps en temps. C'est-à-dire que, est-ce que les phénomènes, comme on dit en stratigraphie, que les mêmes phénomènes donnent les mêmes conséquences? Alors, en métallurgie, on a un petit problème, c'est ce qu'on appelle le cycle de Wilson, c'est qu'il semble que les événements ne se répètent pas de la même manière au fur et à mesure du temps géologique. Par exemple, les BIF, les Banded Iron Formations, ils ont un pic vers les 3 milliards d'années. Les VMS, alors on va les trouver particulièrement ici et ici. L'or orogénique, on va le trouver particulièrement ici, hein, entre 2,7 et 3 milliards d'années. Mais bon, après, elle va se reconcentrer dans les conglomérats, ça c'est autre chose. Les porphyres, cuprifères et amolybdènes, ils sont plus récents. Les intrusions anorogéniques, alors on va les avoir ici, donc, si vous voulez, entre 1 et 2 milliards d'années avec deux pics, un pic aux environs de 1,7 et un pic aux environs de 1 milliard d'années.
Et pour les autres minéralisations, donc les CEDEX, les MVT, les bauxites, on va les avoir pratiquement ici. Ce qui fait que, donc, si on veut les relier, si vous voulez, à la tectonique des plaques, on dira que la géologie, quand même, ne se répète pas de la même manière. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Les critères symboliques, ce n'est pas toujours évident d'opter pour un modèle donné, mais on va quand même essayer de faire simple. On va utiliser, si vous voulez, le raisonnement d'une géologie pétrolière. On a besoin d'une source, on a besoin d'un moyen de transport et on a besoin d'une roche réservoir et d'une accumulation. Et c'est exactement le même processus qui va être suivi. La source peut être un magma, mais ça peut être aussi un sol, ça peut être une montagne, ça peut être n'importe quoi. Il faut l'arracher, soit par des fluides, soit par des eaux superficielles. Alors, il va être transporté par un fluide donné, soit de l'eau de surface, soit des fluides hydrothermaux. Il faudrait après qu'il y ait un moteur d'accumulation, et peut-être soit un magmatisme, soit les pressions, soit, si vous voulez, la convection thermique, soit un changement de bassin, soit une gravité, ainsi de suite. Et après, on va la voir qui va se concentrer dans la chambre, soit la chambre magmatique, soit dans des failles, soit dans des sédiments, soit dans des karsts, ou alors, uniquement, il va se déposer par des fronts géochimiques. Ce tableau, donc, il donne la synthèse globale. Et voilà le schéma de synthèse. Vous avez tous les différents bassins, tous les différents types et les processus qui vont le contrôler. Les processus soit internes, soit externes, soit mixtes. Dans les processus internes, vous avez les gîtes hydrothermaux, les pyrométalcimatiques, les pygmatitiques et les magmatiques. Les externes, vous avez l'altération météorique, les détritiques, les chimiques et biochimiques. Et les mixtes, donc c'est les fluides du bassin et les gîtes volcano-sédimentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est que la météorologie, de toutes les données. Alors, ça passe depuis la photosatellite, l'étude de terrain, les laboratoires sous toutes ces formes, quels que soient les différents types d'analyse. Là, vous avez les rayons X, vous avez la microscopie, vous avez le MEB, et ainsi de suite. Alors, la métallurgie, finalement, c'est un art scientifique ou une science artistique? Il faut retenir une chose, c'est que c'est d'abord un travail de groupe, c'est un travail d'équipe. Celui qui croit faire de la métallurgie tout seul, je lui souhaite plein de courage. C'est un travail d'équipe et c'est un travail de détective. Il faut aller chercher l'information et il ne faut pas hésiter à descendre pour aller la chercher. Alors, quelques références bibliographiques. Les ouvrages et manuels classiques, je vous ai mis ici, Metal Deposits in Relation to Plate Tectonics, utiliser. Le Nicolini, Géologie des ressources minérales de Gebrac et Eric Marcoux. Pour ne pas faire quand même uniquement dans le francophone, mais là c'est du traduit. Alors ça c'est anglophone, ça c'est français, ça canadien. Alors anglophone, vous avez français, canadien. Alors russe, vous avez gisements minéraux utiles et leur prospection par de Roquinéal qui a été publié en 1967 et Mineral Pargenesis qui a été publié, si vous voulez, à Athènes, en anglais aussi. Alors, pour les ouvrages spécifiques, vous avez Review of Economic Geology. Il y avait un numéro spécial qui a été dédié au Geology and Geochemistry of a Petroleum System. Vous avez pour l'or, vous avez deux gisements de référence. Vous avez le BAC, en 1979, Geochemistry of Gold and its Deposits. Vous avez Gold, Metallurgy and Exploration de Foster. Et vous avez un ouvrage qui a été publié par le BRGM, où il synthétise tout ce qui concerne les minéralisations de la mobilité et la concentration des minéralisations de type plomb zinc en milieu carbonaté. Si l'on veut parler spécial Maroc, vous savez, le Maroc avait publié en 1952 déjà, à l'occasion du congrès géologique d'Alger, Géologie des gîtes minéraux marocains. En 1980, la géologie des gîtes minéraux, tome 1, on a publié deux tomes, le tome 1 et le tome 3. Le tome 3 est spécial phosphate, le tome 1 c'est métaux généraux, sauf plomb zinc normalement. Alors normalement le tome 2 c'était plomb zinc mais n'a jamais été publié. Panorama de l'industrie minérale qui donne les données sur les gîtes minéraux marocains. Un ouvrage qui a été publié par l'ONIM, le BRPM à l'époque, qui porte sur les méthodes et techniques d'exploration minière et principaux gisements du Maroc. Et tout récemment, en 2011, un ouvrage qui a été publié par la direction de la géologie, qui est les principales mines du Maroc. Pour ceux qui veulent des ouvrages qui sont marocains et spécifiques, vous avez une publication de la direction de la géologie. Il y a le soufre natif d'origine biogénique.
vous avez ici une table ronde sur l'harmonisation de type MVT, un numéro spécial, numéro 49 de la série Mines Géologie Énergie sur les substances utiles, les mines géologie numéro 26, spécial cuivre. Et je vous remercie. Merci beaucoup, César. Merci beaucoup. Et c'est très, très intéressant. Et à chaque fois, on apprend de vous. Hein. Donc, personnellement, c'est depuis... Moi aussi, j'apprends de vous. Rassurez-vous. Depuis que j'étais étudiant chez vous, donc c'était toujours les meilleurs moments. C'est les moments que nous passons avec vous, César. Alors, juste avant de passer, donc vous étiez sur le groupe connecté pratiquement 171 personnes. Et là, pour nous, c'est un record depuis l'organisation de la première e-conférence. Donc, 171 personnes qui ont suivi cette e-conférence et provenant de 4 coins du monde. Donc, on a des amis de Canada et clin d'œil à mon ami Rachidi, il est là. Donc, on a de l'Europe et principalement de l'Afrique. Donc, on a de partout. Donc, on a de la région du Maghreb, de la région du Sahel, de la région du sud de l'Afrique. La partie centrale, les gens passent. Alors, donc, juste des petites statistiques, c'est que dans l'ensemble des personnes qui ont été inscrites dans cette e-conférence, il y avait 513 personnes, dont 50,5% ce sont des étudiants, 31,8% ce sont des chercheurs et 17,7% ce sont des professionnels. Et là, clin d'œil à mes amis de l'ONIM, Managem, l'OCP, le ministère, et j'en passe, je m'excuse pour les autres que je n'ai pas cités. Alors, avant de passer à la session questions-réponses, je passe la parole à Sekousser pour un petit mot. Sekousser. Donc, j'active. Oui. Merci beaucoup aussi à Z de cette conférence très intéressante, très informative, qui a permis d'expliquer et de montrer un petit peu la formation de ce que nous avons au Maroc et ce qui existe, je dirais, de façon générale. Alors, si vous permettez, je poserai une petite question, enfin c'est une question de néophyte. C'est par rapport à tous ces minerais qui existent dans le monde. Est-ce que si on remonte le temps à la constitution de la Terre, les éléments, je dirais, constitutifs étaient déjà là, ou ils sont, je ne sais pas, tombés au fur et à mesure de la formation de la Terre et du temps. Oui, alors, bon, il y a plusieurs théories. D'abord, si l'on prend la théorie du Big Bang, alors normalement, tous les éléments n'ont pas été formés par le Big Bang. La série va s'arrêter au niveau du fer. Mais pour ce qui concerne la Terre, comme on a été formé avec le système solaire après la supernova, on peut dire que tous les éléments ont été formés avec la Terre. C'est-à-dire que c'est la Terre elle-même qui avait fait appel lors de sa formation à ce qui a été déjà dans une autre supernova. D'accord? Oui. Et donc, oui, ils étaient sur forme atomique ou il y avait déjà des formations, je dirais, de molécules à l'époque ou des... Alors, si l'on veut remonter au moment de la formation de la Terre elle-même, tout le monde, alors je vais dire n'importe quoi, mais bon, je vais dire ce que j'en sais. Hein, j'aurais aimé. Oui. Bon, alors, je vais dire ce que j'en sais. C'est que quand la Terre était formée, donc au départ, c'était une petite bulle, là, ou une boule chaude, qui a ramassé, si vous voulez, par la relation de la gravitation, théorie de Newton, qui a ramassé les différents éléments qui viennent, si vous voulez, tourner autour de la proto-étoile Soleil. À ce moment-là, donc, on ramassait les éléments. Au départ, ça a dû être une boule chaude, c'est-à-dire une boule, disons, incandescente, tout comme ce qui tournait autour. Hein, sauf que, avec le temps, étant donné sa masse, et la masse de la Terre qui n'est pas si grande que ça, il commençait à se refroidir parce qu'il tournait autour, si vous voulez, de la proto-étoile Soleil. Donc toutes les planètes tournaient. Alors celles qui étaient proches du Soleil, celles qui sont proches du Soleil, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Mars et la Terre, ils ont ramassé les éléments solides, essentiellement. Hein, donc les éléments solides, c'est-à-dire ce qui concerne la roche, hein, les éléments rocheux. Bien sûr, il y a aussi du fluide, disons, à côté. Ces boules
continuer à se refroidir, puisqu'avec leur rotation... Tu l'avais vu que j'ai déjà mangé, pourquoi tu me poses la question? Alors, S'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît. il y a quelqu'un qui est en train de parler de manger. Il y a quelqu'un qui parle de manger. C'est bien. Vous aviez dit Alors, il y a la question qu'il faut dire, c'est que tout simplement, celui qui a mangé, donc je lui souhaite bonne digestion. Alors, la Terre, donc je disais que c'était une boule, et comme il tourne autour, si vous voulez, de la Terre, et autour du Soleil et sur elle-même, ben, elle commençait à refroidir parce que les impacts des autres météorites vont baisser avec le temps. J'espère que Hassan Chinaoui est en train de m'écouter et qu'il va me dire exactement si je suis en train de dire des choses correctes ou pas. Avec le temps, donc, ça se solidifie. Et quand il s'est solidifié, eh bien, le climat, si vous voulez, l'atmosphère n'était pas ce qu'il est en ce moment. C'était une atmosphère, si vous voulez, qui était pratiquement très, très pauvre en oxygène, pour ne pas dire qu'il ne renfermait pas d'oxygène. Et les éléments étaient des roches. Mais ces roches-là vont constituer, si vous voulez, la croûte, et ça continue à bouillonner à l'intérieur et en surface. Et après, avec le refroidissement va continuer. À un certain moment, il va y avoir, si vous voulez, de l'accumulation biogénique. Donc, ce sera des petits organismes qui vont s'y mettre et qui vont commencer, si vous voulez, à avaler les éléments qui étaient dans leur solution, particulièrement le NH4 et le CH4, le méthane, et si vous voulez, et l'ammoniac. Et ils vont le transformer, ils vont commencer à nous donner de l'oxygène. Et ça va commencer, ainsi de suite. Après, il va y avoir des océans. Alors, n'oublions pas que pendant que ce processus se trouve sur Terre, au niveau de l'atmosphère terrestre, vous savez, donc il y a une différence de potentiel qui va s'établir entre le sol terrestre et les nuages. Et donc, il va y avoir des pluies qui vont tomber. Ces pluies vont être très, très acides. Et elles vont, si vous voulez, attaquer la terre qui se formait. Donc, ça va donner des ruisseaux, ça va donner des océans, mais ce sont des ruisseaux et des océans qui sont essentiellement invivables pour les humains, pour l'état actuel des choses, pour ceux qui sont sur Terre actuellement. Ils vont se transformer, mais avec le temps, ça va évoluer. Toujours est-il que nos roches à nous qui vont nous intéresser, elles étaient sous forme aussi bien solide que ionique. Mais l'évolution avec le temps va donner qui va être plus prépondérant que l'autre. D'ailleurs, on va voir que, bon, tout le monde le sait, donc si vous voulez que le cœur de la Terre, c'est du fer et du nickel. Parce que sa densité, donc, il est allé plus bas. Et ainsi de suite. Donc, il va nous rester la croûte qui va un petit peu prendre plus d'oxygène et de silicium, et d'alumine, de silicate que le reste. On va voir donc la différenciation au niveau de la Terre. La partie supérieure qui est donc silicate et alumine, et la partie profonde qui est plutôt Mg et Fe. Est-ce que j'ai répondu ou j'étais à côté? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Siaz. Merci beaucoup, Siaz. Ça me rappelle du cours de la deuxième année chez vous à Siaz. Ça date de 2003, je pense. Non, moi j'ai 25 toi tu as moins de 25 ans. Non, arrête, moi j'ai 25 ans. 2003, je suis encore. Alors, c'est vrai qu'en métallurgie, on avait l'habitude, si vous voulez, de commencer le cours par un peu, si vous voulez, de géochimie, on parle donc de biochimie, on parlait, si vous voulez, de Big Bang, de la formation des éléments, comment la Terre s'est formée, ainsi de suite, la constitution de la Terre. Parce qu'effectivement, comment peut-on expliquer la présence de ces éléments sur Terre en ce moment? D'où est-ce qu'ils sont venus? Donc la question de M. Khosser était en plein dans le mille. Hein. Alors, un clin d'œil à Mme Chinaoui Hasna. Donc, pour nous parler de ce sujet-là, parce que je suis en train de l'exciter un petit peu pour qu'il vienne nous rejoindre pour nous présenter ce concept-là. Donc, on passe à une autre question. Je prendrai cinq questions, s'il vous plaît. Écrivez sur la partie chat. Pour y arriver, vous allez trouver la barre là où il y a le raccroché et machin, là où il y a deux personnes, il y a la partie de dialogue. Écrivez c'est moi et puis je vous donne la parole. Allez-y les amis. Donc on va prendre les 5 premiers. Oui, 1, 2. Alors, c'est bon. Donc je donne la parole à... c'est bon, arrêtez les amis, s'il vous plaît, arrêtez. Désactivez vos micros, comme ça on a 5.
On termine les 5. Après, on passe aux autres. Il y a un retour de son, s'il vous plaît. Désactivez vos micros. Donc, on passe à la première question. Ça va être Iman. Je me suis perdu. Il y a Iman, que j'ai vu Iman. Oui, Iman Lgris. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous, votre spécialité, votre établissement et d'où vous venez. Et puis, vous posez votre question précis, concis à notre cher professeur. Activez votre micro, Iman Lgris. Merci, c'est Emran. C'est pas Iman, c'est Emran. Merci, monsieur. Pardon. Oh là là. Emran, c'est Emran Lgris. Pardon, Sidi. Pardon. Alors, monsieur Youssef Dafi, merci infiniment pour cette réunion. Monsieur Diazza, merci infiniment aussi pour votre exposé. Je suis Emran Lgris, un étudiant-chercheur de l'université Moulay Ismaïl. Ma question, c'est juste sur les terres rares et les gisements des terres rares au Maroc, au niveau du Maroc. Alors, est-ce qu'on a la capacité de, dans le Maroc, soit dans le sud ou d'autres gisements, de produire et de trouver des gisements importants de terres rares ici? Merci. Alors, bon, je vais répondre. En réalité, bon, j'aurais aimé que ce soit quelqu'un de l'ONIM qui le fasse, mais je vais vous répondre quand même. Bon, alors les terres rares, vous savez, sont souvent associées à des roches de type carbonatitique. D'accord? Alors, dans la région du sud marocain, effectivement, l'ONIM avait mené des recherches qui a permis de mettre en évidence quelques centaines de millions de tonnes de terres rares. Hein? Alors, à des teneurs qui sont un peu respectables. Mais alors là, vous savez, dans le monde entier, en ce qui concerne les gisements, il y a le côté économique qui intervient. Vous savez que pour les terres rares, le marché est dominé par la Chine. Donc, il détient entre 95 et 97% du marché mondial. Et les gisements que les Chinois ont, ce sont des gisements quand même, les terres rares sont des roches sédimentaires qui sont très, très faciles à exploiter. Contrairement à chez nous au Maroc, nous avons, si vous voulez, des terres rares. Effectivement, nous les avons. Nous les avons dans le sud marocain. Il y a, si mes souvenirs sont exacts, de ce que j'avais lu dans le rapport de l'ONIM, on doit avoir quelque chose comme 600 millions de tonnes à des teneurs entre 5 et 7% de terres rares globales. Mais attention, quand je vous dis 600 millions de tonnes, la Chine a aussi à peu près le même chiffre, 600 millions de tonnes à peu près, mais à des teneurs un peu plus élevées. Ça fait comme dans les 7 à 10% de terres rares, mais étant donné la nature des roches, étant donné des gisements, il est beaucoup plus facile de les exploiter en Chine qu'au Maroc. Donc, nous espérons quand même que le procédé de récupération avant, c'est ça le plus important, c'est le processus de récupération et de minéralisation. Parce que vous savez quand même, la géologie, ça vous permet de découvrir la minéralisation. Il vous restera après 3 facteurs. Il faut d'abord pouvoir l'extraire, il faut le valoriser, il faut le commercialiser. Vous savez, donc dans la chaîne de la mine, ce sont les 4 étapes. Découvrir, extraire, valoriser, commercialiser. Les géologues ont découvert. Maintenant, il reste. Les exploitants peuvent toujours l'extraire, ça ne pose pas tellement de problème. Mais bon, on fait toujours pour les teneurs à laquelle on va extraire, ça, c'est pas de problème. Et après, il faut valoriser. C'est ça tout le problème. Il faut trouver, parce que c'est la fin du processus pour calculer votre prix de revient. Ce n'est pas facile. Donc, de concurrencer des pays, des gisements faciles à exploiter, où toute la machine est rodée, qui ont maîtrisé le marché, qui ont dominé le marché depuis déjà un bon bout de temps. Donc, gardons espoir pour que l'on puisse un peu trouver un processus qui rende nos gisements rentables et on va les exploiter. Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est bon, c'est ça. Juste, on va essayer d'être un peu bref dans les réponses parce qu'on a beaucoup de questions et parce qu'on a 20 minutes et on s'arrête. Alors, s'il vous plaît, prenez la parole d'abord pour que les choses marchent dans les bonnes règles de l'art. Alors, je passe à la deuxième personne, un abonné depuis la première session, c'est Sikarim Bouhali. S'il vous plaît, activez votre micro. Salut, monsieur. Bonjour. Salut, monsieur. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci, Youssef, pour l'organisation. Donc, l'année précédente, on a fait une sortie vers Zaïda, la région de Mibladen.
Et donc, on a trouvé des minéralisations au sein des calcaires jurassiques. Donc, on sait que dans cette région, il y a l'absence de volcanisme jurassique. Bon, les professeurs nous disent que les fluides magmatiques du Zayda ont été piégés depuis le Carbonifère jusqu'à le Lias. Donc, ma question, pourquoi les fluides magmatiques n'étaient pas libérés depuis la phase extensive de Trias? Ah, d'accord, mais je vais vous répondre. Je sais pas. Ben, je vais vous répondre autrement. Bien. Alors, quand vous voyez dans la région, donc vous savez que la mine de Mebladen et la mine de Zayda sont deux choses complètement différentes. Hein. Dans la région, vous avez trois types de minéralisation. Vous avez la mine d'Ahouli, vous avez la mine de Mebladen et vous avez la mine de Zayda. Alors, si l'on veut mettre toutes ces minéralisations, toutes les trois, si vous voulez, une même origine, avec une même origine, la seule source que l'on pourrait avoir pour le plan, ce serait effectivement le granit de Zayda. Hein, parce qu'on ne peut pas le faire venir d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, si vous voyez les différentes coupes des écrivains de la région, vous allez trouver que les mêmes minéralisations vont trouver beaucoup plus haut dans la Syrie. Ils vont arriver à Boussellam, où vous avez des minéralisations qui sont pratiquement crétacées. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme raisonnement? On va dire donc la seule source roche que nous avons possible, c'est le granit de Zayda. Et ce granit-là, on va le lessiver. On va le lessiver, on va faire enfouir, si vous voulez, des fluides, ils vont descendre très bas, et après, ils sont obligés de remonter. D'accord? Bon, parce que le fluide, il va circuler. Les fluides, vous savez, dans les MVT, les distances entre la roche-mère et la zone de dépôt peut dépasser la dizaine, la centaine de kilomètres. Hein. Ce n'est pas parce que c'est juste à côté parce que ce n'est pas juste à côté que ça ne va pas se déposer. Non, ça peut se déposer beaucoup, beaucoup plus loin. Maintenant, ça, c'est dans l'idée où la source, c'est le granit de Zayda. Ce n'est pas forcément obligatoire. Il se peut tout simplement que les fluides qui ont donné les minéralisations de Mebladen soient des minéralisations beaucoup plus tardives que le granit de Zayda. Alors, je vous invite, si vous voulez avoir plus de détails sur le gisement de ces trois gisements, à lire un travail, une thèse qui a été faite à la faculté des sciences de Rabat. D'ailleurs, c'est sous ma direction, j'en suis fier, par une étudiante qui s'appelle Leila El-Jawani. Leila El-Jawani, vous trouverez sa thèse à la faculté des sciences de Rabat, et vous allez trouver effectivement tous les détails et la comparaison entre la minéralisation de Zayda, la minéralisation d'Ahouli et la minéralisation de Mebladen. Parce que Mebladen, c'est du MVT, Zayda, c'est du équivalent, si vous voulez, de Redbed, et Ahouli, c'est du filonien. Et tous ces gisements-là, on essaye de les rattacher à une même source, mais à des étapes, à des époques différentes. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, juste les amis, il ne faut pas écrire beaucoup de messages. Je note le nom des personnes et je m'excuse si je suis un petit peu expulsif dans mes réponses parce que là, j'ai passé une très belle nuit blanche pour pouvoir vous ajouter dans le groupe, pour pouvoir vous envoyer les emails que vous avez trouvés cette matinée. Alors, s'il vous plaît, excusez-moi. Alors, on passe à la troisième question. C'est Ben Mbark. C'est Ben Mbark, s'il vous plaît, activez votre micro, présentez-vous et votre question. C'est Ben Mbark, si vous nous entendez, sinon on passera à l'autre question de Majda Web. Majda Web, s'il vous plaît, activez votre micro, présentez-vous et votre question. Bonjour. Bonjour Si Youssef, bonjour Siessa, bonjour toute l'équipe qui a veillé à l'organisation de cette conférence. Déjà, je vous remercie. Je suis très émue parce que j'assiste à une conférence où il y a tant d'échanges scientifiques entre des scientifiques, des géologues, des grands professeurs. Alors, je suis Majda Web, je suis étudiante en 3e année génie minéral de l'école Mohammedia d'Algérie et actuellement, je suis stagiaire à Managem. Alors, je serai très bref. Ma question, elle concerne juste la phase à laquelle on peut lier les minéralisations cobaltifères de Bouazer et Grara. Merci beaucoup.
Ah, la question est très courte, mais la réponse, bon, c'est pas si évident. Alors le cobalt de Boisel, vous savez, donc il y a deux événements qui sont intervenus. Alors, vous savez, donc d'abord, si on veut faire le descriptif simple, vous trouvez que les minérations sont entre les serpentines et la couverture. Alors, ce que les gens disent, hein, ce que les différentes théories, donc c'est à partir de M. Leblanc, Mahacha et j'en passe, c'est que les minéralisations, si vous voulez, vous avez déjà la roche-mère, ce sont les serpentines. Parce que là, bon, là, on vient de voir tout à l'heure au niveau de l'exposé que le cobalt et le nickel sont associés à des roches de nature basique, ultra basique surtout, ultra basique. D'accord? Alors, si vous voyez donc au niveau de Boisel, vous avez particulièrement, alors sur la topographie, vous avez dans la partie sud-ouest de la boutonnière de Boisel, vous avez un magmatisme qui s'appelle le Moho. Ah, le Boho, donc c'est le massif de Boho qui est un volcanisme récent, hein, dis-moi, relativement au précambrien des Serpentines. Alors, ce que les gens pensent, c'est que les émanations qui sont sorties de ce volcanisme, de cette intrusion du Boho, ont lessivé les serpentines qui sont, alors les fluides sont arrivés au niveau du contact, de ce qu'on appelle, si vous voulez, l'anomalie, hein, donc une sorte de, entre guillemets, de discordance, hein, ce qu'on appelle habituellement l'inconformité. Au niveau de cette inconformité, là, il y a eu, si vous voulez, un changement, comme on dit tout à l'heure, un changement de conditions, pression et température. Donc les fluides ont lessivé les serpentinites et, bon, les dionites et tout le reste, on dit ça c'est-à-dire les serpentinites, et les ont lessivés, arrivés au niveau de l'inconformité, contact avec les eaux de surface, précipitation. Voilà, si vous voulez, donc l'âge de minéralisation avec l'âge de l'intrusion. Mais là, je vous renvoie alors à un ouvrage que j'ai montré tout à l'heure au niveau de la bibliographie. C'est les mines, les principales mines du Maroc qui a été publié par la direction de la géologie en 2011. Vous allez trouver beaucoup plus de détails. Si vous n'avez pas l'ouvrage, vous m'adressez votre adresse email, je l'ai sous format PDF, je vous l'envoie. Merci beaucoup, César. Merci beaucoup, César. L'ouvrage est déjà partagé dans le groupe Géologie minière, donc de les fichiers, vous pouvez le trouver. Alors, avant de passer, j'ai essayé la question de Sibn Mbark. Il n'a pas pu nous rejoindre parce qu'il a apparemment un problème de micro. Bon, oui, c'est Oumaima Ben Mbark, pardon. Voilà, je suis en train de mélanger. Hein. C'est Oumaima Ben Mbark, doctorante en ressources minérales et géomatériaux à l'université de Jijel en Algérie. Merci beaucoup, Oumaima. Alors, la question de Oumaima, il disait quels sont les critères du terrain pour distinguer entre les remplissages de karst et les morphologies en amont. Et merci beaucoup à notre sœur algérienne. Alors, merci beaucoup. Merci, effectivement, ça fait énormément plaisir de savoir qu'il y a nos amis algériens qui sont avec nous. Donc, voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer donc, les poches? Alors, d'abord, la première des choses, c'est que vous prenez les travaux qui ont été faits par un Américain, il s'appelle Verjensky. Hein, donc, il a essayé de développer cette théorie de comment sont transportés les minéraux et quels sont leurs impacts sur la roche encaissante. Alors, vous allez trouver ces travaux, donc, alors, ils sont en anglais, mais alors, si vous pouvez trouver les travaux qui ont été faits par les Marocains, vous avez en particulier un travail qui a été fait par M. André Oftracht, qui parle justement de cette altération des roches encaissantes par les fluides. C'est la seule façon de savoir effectivement si la minéralisation était déposée postérieurement ou si c'est une minéralisation entre guillemets syngénétique. Vous allez trouver ce qu'on appelle les dépôts karstiques qui sont à la base habituellement et vous allez trouver aussi des calcites qui sont trop grosses calcites, de grandes calcites. Hein, vous avez donc alors, vous allez avoir la poche. À la base de la poche, vous allez trouver un petit domaine, si vous voulez, avec des petits débris, une sorte de brèche. Ce ne sont pas des brèches, ce sont des éléments dissous qui se sont déposés. Sur ça, vous allez trouver de gros blocs de calcite et après, vous allez trouver des niveaux argileux et dans ces niveaux argileux, il y aura la minéralisation qui va se déposer. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, à partir de ce moment-là, vous en déduisez, donc vous êtes dans un karst, effectivement.
Ah, mais attends, parce que je l'ai dit tout à l'heure, attention au type de karst. Il y a, par exemple, les écoles italiennes font juste, il n'y a que pour eux, les karstes doivent être obligatoirement super jeunes et non pas hypogènes. Merci beaucoup, César. Donc, on passera à la question du premier lot. H.Lotfi, pour ne pas commettre des erreurs. C'est dans son adresse, il y a H.Lotfi. S'il vous plaît, activez votre micro et présentez-vous. Allô, Lotfi, donc on n'entend rien. Donc, si on n'entend rien, donc on passera à la question prochaine. C'est Benihia Driss. Benihia Driss, s'il vous plaît, si vous pouvez activer votre micro. Merci. On vous entend très mal, Benihia. C'est Benihia Driss, on vous entend très mal. Yes, je suis. Allô? Allô, oui, c'est Driss. Allô, c'est Driss. C'est Driss, allô? Si vous me permettez, monsieur, Lotfi, c'est Lotfi. On vous entend très mal, c'est Lotfi. D'ailleurs, je suis en train de poser une question, monsieur, d'accord? Donc, vas-y, c'est Lotfi. L'attendons, après, Oui. c'est Driss, il passera. Oui. Vas-y, c'est Lotfi. Présentez-vous et puis... Donc, on parle. D'accord, mais... On vous entend très mal, c'est Lotfi. Allô, c'est Lotfi? Juste une petite question pour bref, monsieur Azar, concernant... Est-ce que vous pouvez écrire carrément votre question parce qu'on vous entend très mal, c'est Lotfi. D'accord. On vous entend très mal, c'est Lotfi. Si vous pouvez écrire votre question, après on répondra. Ça serait mieux. Alors, on n'arrive pas à le rejoindre, c'est Driss Benihia. Alors, on passera Ilham El-Fraoui. Là, il y a une présence féminine. Ça, c'est très intéressant, César. On commence à s'intéresser au secteur qui est. Ilham El-Fraoui, s'il vous plaît, si vous pouvez activer votre micro. Et allez-y, l'autre fille, c'est Ilham El-Fraoui. Ilham. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Je suis Ilham Al-Afawi, une étudiante chercheuse en première année doctorat à la faculté de sciences de Kinitra. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur Youssef, pour l'animation et pour l'organisation de cet événement qui est tellement très important pour l'évolution et la progression des connaissances des chercheurs et chercheuses. Et je tiens à remercier aussi le docteur. Ma question est concernant tout ce que la recherche vise à la valorisation des déchets et des effluents agricoles et des études physico-chimiques pour la valorisation écologique. Donc, est-ce que vous pouvez plus détailler ce côté-là, s'il vous plaît? Oui, ben, c'est un peu différent de ce que nous avons abordé, puisque là, vous parlez de la valorisation des déchets. Ça va me poser un petit peu de problème, puisque ça va me faire sortir complètement de la métallogénie. Alors, valorisation des déchets, je ne peux rien vous dire en ce moment, sincèrement. Bref, c'est ça. Si on pourrait oui.
Oui, parce Sinon, que on passera à la question. oui, parce que la dame pose une question sur la valorisation des déchets. Oui, je vois. Sachant qu'il y aurait une conférence qui va dédiée à la valorisation des rejets. Donc, Madame Ilham, donc il faut juste nous suivre. Bientôt, il y aurait une présentation qui sera dédiée à la valorisation des rejets. Je passe à Taha Husni. Taha Husni, s'il vous plaît, activez votre micro et présentez-vous et posez votre question. Taha Husni ne répond pas, on passe à un nom un petit peu bizarre, Chassan. Allô? Bonsoir, salam alaikum. Youssef, c'est Ismahan, c'est bon, bien sûr le pseudo avec de mon mail, mais c'est Ismahan Chaouch. Ah, Ismaël, bonjour, ça va? Ça, c'est une autre sœur, coucou, algérienne. Ça va un grand plaisir, hein, Ismaël. Bonsoir, monsieur Azza, c'est Ismahan Chaouch, enseignant-chercheur à l'université Ouari Boumediene d'Alger. Spécialité géologie minière, je travaille sur les gisements d'or orogéniques, spécialement dans le sud de l'Algérie, au Gard. Allô? Oui, je vous entends. Voilà, ma question est simple, parce qu'il y a pas mal de gens, moi, pour le moment, je m'intéresse aux guides de prospection pour comprendre un petit peu la minéralisation aurifère du Hogar. Mais il y a beaucoup de gens qui me parlent de l'âge de la minéralisation et de l'origine des fluides. Bon, ma question est simple. Est-ce que c'est aussi important pour plus tard de savoir l'âge de la minéralisation et de comprendre les fluides? Est-ce que c'est aussi important ou bien ne serait-ce pas, on peut se contenter d'établir les guides structuraux, lithologiques, chimiques, ainsi de suite? Moi, surtout qui me tarabuste, c'est quand on m'en parle de l'âge. Est-ce que c'est aussi important pour l'exploitation et pour la prospection-exploitation? Voilà, j'espère que j'étais assez claire sur ma question. Merci. Très, très clair, très, très clair. Alors, ça me fait plaisir de vous entendre parler parce que ma thèse, je l'ai faite sur l'or orogénique aussi. Donc, alors, bon, ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyez votre adresse email, je vous envoie copie de ma thèse. Bon, concernant l'âge de la minéralisation. Avec plaisir, merci. Voilà. Alors, concernant, si vous voulez, l'âge, le rôle de l'âge, tant que vous êtes sur un même massif, essayez de voir d'abord si vous avez un seul type, une seule génération de minéralisation. Parce que si vous avez une seule génération de minéralisation, l'âge, à la rigueur, n'importe pas pour l'exploration, bien sûr, pour le savoir lui-même, pour la science elle-même, oui, c'est important, mais pour l'exploration dans le massif, ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, si vous avez plusieurs générations, vous devez savoir, par exemple, quelle est la plus importante, quelle est celle qui a donné la minéralisation la plus économiquement rentable. Et dans ce cas-là, vous allez orienter effectivement vos recherches vers l'âge de la minéralisation pour savoir effectivement où est-ce qu'il faudrait la chercher. Je vous donne le cas du secteur où personnellement j'ai travaillé dans la région de la plaine de Tsemlet. Nous avons deux âges de minéralisation aurifère. Il y a une minéralisation qui est de l'ordre, si vous voulez, un peu vers l'ordovicien et une qui est beaucoup plus postérieure. Ce qui fait que celle qui était plus postérieure, c'est-à-dire la plus tardive, est plus importante. Bon, on explique ça parce qu'il y a une concentration, ainsi de suite. Mais si on doit rechercher des minéralisations, on va laisser de côté les minéralisations, si vous voulez, de l'ordovicien, qui sont associées à des banded iron formations, et on va se concentrer sur les minéralisations qui sont encaissées dans le silurier devonien. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vous en prie, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Siaza. On va prendre seulement ce qui reste à l'instant. Le reste, on ne va plus accepter d'autres questions, s'il vous plaît. Donc, on va s'arrêter. Le dernier, ça va être avec Ahmouch. Le reste, on ne va pas les prendre. Je m'excuse parce que c'est question de temps surtout. Alors, il y a une question ici de Ribi qui dit, y a-t-il une corrélation entre les gîtes en Tunisie, Algérie et Maroc? S'il vous plaît, Sir Ribi, si vous pouvez activer votre micro pour se présenter. Sir Ribi, est-ce que vous nous entendez? Sinon, on répond à la question directement. C'est ça. Oui, bon, alors, pour ce qui concerne les minéralisations de la Tunisie et du Maroc, il y a effectivement une similitude, en particulièrement entre les gisements de Bougrine et vous avez en Tunisie Bougrine et Fjlédoum,
et on les compare avec les minéralisations, ce que nous avons aux côtés de Twissit Boubker chez nous. Alors, sauf qu'au niveau de Fujledon, par exemple, vous avez beaucoup de fluides, si vous voulez, de type hydrocarbures. Donc, ça permet d'abord d'expliquer les types de minéralisation, puisque ça nous permet de voir ce que j'avais dit tout à l'heure, le rôle des hydrocarbures qui a été souligné par Sverjinski. Et puisque nous avons notre ami algérienne avec nous, je lui dirais aussi, Belkacem Touari, donc qui a travaillé pour montrer justement le rôle de ces hydrocarbures dans les minéralisations, si vous voulez, plombo-zincifères de type MVT. Donc, Afijlé, donc vous l'avez. Au Maroc, ça ne s'exprime pas de cette manière-là. Ils sont très discrets. Ils ont été quand même trouvés, par un certain, si vous connaissez, M. Aoujdar Jamal dans la région, qui a travaillé sur la région de Tezca, sur l'utilisation de plomb zinc de la région MVT de Tezca. Ils ont été montrés aussi par Bouabdallah dans la région des pays du Horst, ce qui fait que nos minéralisations sont à peu près similaires. Avec l'Algérie, c'est flagrant, puisque c'est le même bassin, Ghar al-Rouban, et Twissit, c'est à peu près la même chose. Al-Abd, Rouban et Twissit, c'est la même chose. En Tunisie, c'est un peu plus loin, mais c'est le même type, c'est le même genre, pratiquement. Bogrine et Twissit, c'est la même chose. Merci beaucoup, Siazza. Merci beaucoup, Siazza. En attendant, donc avant de passer à la prochaine question, juste que je dis à l'ensemble des amis que c'est pas fini. Juste à la fin de la conférence, je vais publier un lien vers le site de ForestNet. Et dans quelques jours, nous allons activer un onglet sur le forum, là où il y aurait Siazza, il y aurait Madame Hissen, il y aurait le docteur Gnawi. Et vous pouvez, on va publier là-bas déjà les conférences, et même celle-là, l'enregistrement de ces conférences. Et vous aurez l'occasion de poser vos questions et vous aurez les réponses sur vos questions. Alors, je passe à M. Adama Sidibi du Mali. Si vous pouvez activer votre micro et poser votre question, sinon je lisais directement votre question. Monsieur Adama. Monsieur Adama, on vous entend pas, Monsieur Adama. Si vous pouvez parler directement parce qu'on entend quelque chose qui bouge. Monsieur Adama. Alors, je lis directement sa question. Donc, bonjour, j'ai une question. Quelles sont les différentes caractéristiques des gisements aurifères orogéniques? C'est Monsieur Adama, Exploration Geologist in Mali, at Resolute Mining. C'est ça. Oui, alors les gisements orogéniques, j'avais montré tout à l'heure une diapositive, malheureusement c'était à la fin parce qu'il fallait faire vite. Ou alors les différentes caractéristiques des gisements orogéniques, je peux vous dire que l'un des principaux ou l'une des principales caractéristiques, alors je crois que je vais essayer de revenir sur la diapo, malheureusement je n'ai pas la main, mais c'est pas grave. Donc alors on va dire que ce sont des minéralisations qui ont été décrites en particulier au niveau de la Chine. Alors je vous renvoie aux travaux de M. Groves, parce que pour faire simple, sinon là on ne va pas s'en sortir. Donc, vous avez les travaux de Groves qui vont vous donner toutes les caractéristiques des gisements aurifères. Donc, il va comparer les anorogéniques des orogéniques et il va vous dire exactement quelles sont les différentes températures et pressions, quels sont les types de roches encaissantes et quels sont, si vous voulez, les différents éléments accompagnateurs et comment les distinguer des autres types de minéralisation aurifère. Alors, vous allez la trouver, je crois que c'est l'une des avant-dernières diapositives de cet exposé. C'est marqué en bas, Groves, voilà. Est-ce que... Oui, oui. Merci beaucoup, Siazza. Donc, on passera à la dernière question de H.Ahmouche. Si vous pouvez activer votre micro et poser votre question, sinon je poserai directement. C'est Hassan Ahmouche. Ah oui, c'est Hassan Ahmouche d'Agadir. C'est Hassan, si vous pouvez. C'est Hassan. Alors, pour si Hassan, sa question est les traitements des minéraux et valorisation de métallurgie extractive. Quel horizon pour le Maroc? Donc, si Hassan, il travaille à la faculté de sciences, si je ne me trompe pas, la faculté de sciences d'Agadir.
Voilà. Oui, alors le traitement et la valorisation des déminéralisations, je crois que c'est à peu près la même chose que la question qui nous avait été posée déjà par la dame tout à l'heure de Knetra, Ilham Al-Arfawi, à propos de la valorisation des déchets. Mais là, bon, ça c'est la valorisation des... Quel est l'avenir de la valorisation? Bon, d'abord, bon, pour la valorisation, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a dans le secteur des mines, il y a 4 étapes. Chercher les gisements pour les découvrir, après il faut les extraire, les valoriser, les commercialiser. Pour valoriser, il faudrait donc découvrir et extraire. Alors actuellement, beaucoup de sociétés, beaucoup d'opérateurs sont en train de chercher. Nous sommes déjà leaders mondiaux en ce qui concerne, si vous voulez, la valorisation des phosphates. Bon, c'est parfait. Nous sommes parmi les meilleurs à l'échelle mondiale pour la valorisation du cobalt, puisque nous arrivons à produire du cobalt, disons, cathode, donc du 99,99%. Nous sommes très très bien avancés, si vous voulez, pour ce qui concerne le plomb zinc, puisque nous faisons de très très bons concentrés. Mais alors là, c'est pas très suffisant, puisque par exemple, vous prenez le cas du cuivre, par exemple, on n'arrive pas à faire, si vous voulez, une sidérurgie de cuivre pour une très très simple raison, c'est que l'investissement nécessaire pour avoir le métal est très lourd. Les investissements sont très très lourds, et les réserves existantes, du moins reconnues au Maroc à date, parce qu'on a de l'espoir pour l'anti-Atlas, on a de l'espoir pour l'on puisse trouver des gisements très très importants dans cette région-là, et que l'on puisse, si vous voulez, effectivement, produire du cuivre métal. Donc, la valorisation, l'avenir de la valorisation dépend de 2 critères. D'abord, la demande mondiale et la découverte à l'échelle nationale. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je m'excuse les amis, mais bon, je suis dans l'obligation de la dernière. C'est Othman Jellal. Allez-y, Othman, présente-toi et pose ta question. Vas-y. Othman? Je lisais la question d'Othman. Il disait: bonjour à tous. Je vous remercie, c'est Youssef. Merci à vous, c'est Othman. Aussi à Cieza, j'ai une question. Je me présente d'abord, Othman Jellal, étudiant doctorant à la faculté des sciences de Casablanca, à Enchor, je pense, faculté des sciences à Enchor, Casablanca, en chimie valorisation. Effectivement, je travaille sur les cendres volantes issues de la combustion, allons-y, issues de la combustion du charbon de la centrale thermique. Je voulais juste savoir ce qui concerne l'anthracite exploité à Jrada. Quelques détails sur ce minerai-là de Jrada. C'est ça. Alors, c'est un gisement de charbon. Par conséquent, donc, c'est un gisement. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Un petit souci de son, c'est ça. Apparemment, un petit problème de connexion. Bah, moi, je vous entends très très bien, moi. Allez-y, allez-y. Maintenant, on vous entend. Voilà, voilà. Donc, alors, je disais que pour ce qui concerne le charbon, s'il est question de parler de la genèse, bon, donc tout le monde sait que c'est du australien. Donc, le charbon, comme tous les gisements de charbon, c'est un charbon. Donc, l'anthracite, ça veut dire que c'est de très bonne qualité. Par contre, si vous voulez avoir plus de détails sur la géologie, je vous invite à consulter le document qui avait été fait au Prodenco sur cette, particulièrement sur le charbon de Jrada. La mine a commencé aux environs de début des années 30, c'est en 1934. Bah, elle a été pour des raisons, entre guillemets, exclusivement des réserves économiquement exploitables. Alors, les couches qui ont été exploitées. Actuellement, il y a des rejets qui sont sur place. Je ne parle pas de rejets, je ne parle pas des cendres de Hassiblan, mais je parle de tas qui est personnellement, j'avais contribué, si vous voulez, entre guillemets, à la stratégie de développement de la région quand j'étais au cabinet de M. Amara et de M. Rebah. Voilà, ben, je ne sais pas quel est l'autre point de détail que notre ami Jellal souhaiterait avoir, mais je reste à votre disposition si vous êtes intéressé. Nous avons un... Il y a toujours parce qu'on n'a pas assez de temps, donc on termine dans 5 minutes. Juste pour qu'on puisse passer, il y a la possibilité que vous vous connectez. Je vais mettre juste à la fin, je vais parler de 2 points. L'attestation de présentation, comment l'avoir,
Et deuxième point, je partage avec vous aussi le lien pour s'enregistrer au réseau Forestnet. Et comme ça, vous aurez les réponses sur toutes vos questions. C'est Elias Lgris. Si vous avez une question rapide, s'il te plaît, présente-toi, question rapide. Merci. Donc, je suis Elias Lgris. Je m'excuse. Donc, premièrement, j'aime bien apprécier l'initiative. Soit merci, M. Azza. J'ai une petite question sur l'apport scientifique que peut apporter la géophysique pour une étude gytologique. Et merci. Il peut apporter énormément. Vous savez déjà que, par exemple, je vais vous raconter une petite histoire, c'est la découverte du gisement de Hajar. Savez-vous que Hajar, donc il y avait une anomalie qui a été détectée par la géophysique aérienne en 1968. L'anomalie a été reconfirmée par un vol géotherrex en 1972, mais à l'époque, donc l'interprétation qui a été faite, c'est que bon, l'anomalie ne pouvait être qu'un basalte enfoui. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez une couverture énorme. Il a fallu attendre en 1983 et 1984 pour que l'on lance au niveau du service des gîtes minéraux une prospection, c'était donc à la recherche des amas sulfurés, si vous voulez, de type de Qtara. Là, on reprend donc cette anomalie, on la retravaille, et en 1984, c'est la géophysique qui nous a permis de trancher. Pourquoi? Parce que nous étions sur un terrain, si vous voulez, où rien n'affleurait. L'anomalie est là et on était à une profondeur de l'anomalie. Je me rappelle très bien que le service géophysique, parce qu'à l'époque c'était le service des gîtes minéraux, le service géophysique, le BRGM et le BRPM qui travaillaient ensemble sur ce projet. Et à l'époque, je me rappelle très bien que nous avions une anomalie qui était à 118 mètres de profondeur, c'est-à-dire le top de l'anomalie. Et à l'époque, il fallait donc foncer. Il y avait des hésitations, mais heureusement, quelquefois, vous trouvez des gens qui peuvent prendre le risque avec vous. Et là, je dirais quand même, je vais citer deux personnes en particulier, puisqu'à l'époque, j'étais chef de service des gîtes minéraux et ça me revenait de prendre une décision de ce qu'il fallait faire après le travail. Les services géophysiques du ministère avaient trouvé l'anomalie. M. Blot Abdrahman était allé interpréter l'anomalie. C'est lui qui l'a positionné à 118 mètres de profondeur. Mais qui va prendre la décision? Il fallait Atman Khtouch, qui était directeur des mines, et Assoul Hatout, qui était directeur général du BRGM. Alors, je leur avais posé la question. Je leur avais dit, il faut que l'on fasse un sondage. On m'avait posé la question, mais écoute, qu'est-ce que nous courons si nous forons? J'ai dit, bien, le coût du sondage. J'ai besoin de 120 mètres de forage. J'ai besoin de 120 mètres pour confirmer. Parce que si on ne confirme pas, le dernier des géologues d'exploration qui va venir, il ne va pas réfléchir, il va commencer par forer, il réfléchira ensuite. Alors, je me rappelle très bien, M. Lehatout, à l'époque directeur général du BRPM, qui me dit, écoute, je te donne 150 mètres. Alors, je devais aller en mission à la région, si vous dans la région de Khlatim Gouna. C'était en novembre 1984, on installait 4 sondages HS1, HS2, HS3 et HS4, espacés de 200 mètres. Le HS1 intercepte la minéralisation à 118 mètres. L'autre l'avait calculé à 120 mètres, on l'a intercepté à 118 mètres, avec les moyens géophysiques de l'époque. C'était ma fierté, je ne le vous cache pas, à tel point que d'ailleurs le directeur de la géologie de l'époque, Sibn Saïd et ses Benani, avait fait le déplacement pour me rejoindre à Khlatim Gouna pour m'annoncer la nouvelle, mais il s'est fait qu'à l'époque, j'avais déjà été sur le terrain avec M. Georges Pouit, qui m'avait annoncé qu'on venait de traverser 14 mètres de minerai massif, et bon, voilà. Donc la géophysique, rassurez-vous, on a besoin de vous. Merci beaucoup, César. Et à la dernière question, comme ça, parce que je ne veux pas avoir à la fin des gens frustrés. Si Jamel Abbesh, ça sera la dernière question. Jamel Abbas, il faut vous présenter votre question rapidement, avec une réponse rapide pour qu'on puisse... Salut à tous. Salut à tous. Je vous remercie tous l'équipe d'organisation et M. Addiazza pour ce travail énorme. Ma question, moi je suis doctorant à l'FST d'Al-Hoceima. Je travaille sur la géologie structurelle. Je veux savoir si on entend, il y a longtemps qu'il y a des gisements dans le Rif, mais je veux savoir si vous avez, qu'est-ce que vous avez à nous dire vous-même. Est-ce que vous avez sur la carte des gisements du Maroc, ce type de gisement au nord du Maroc? C'est-à-dire, je sais que la géologie rifienne, c'est très récent, mais ça nous demande de savoir si il y en a des gisements
dans la région des Rifs. Merci. Bah oui, il y a déminéralisation dans le Rif. Bon, vous savez, le problème au niveau du Rif, si vous voulez, bon, je ne parle pas des problèmes politiques au niveau des Espagnols, de ce qu'ils développent et de ce qu'ils n'ont pas développé. C'est que vous avez beaucoup de types de formations et particulièrement beaucoup de dépôts argileux. Et vous savez, la minéralisation, ça s'encaisse très très mal au niveau des argiles. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de minéralisation. Vous en avez. Vous avez déjà, si on va de l'est vers l'ouest, alors vous avez déjà au niveau de la Séphirif, donc le Wixen, qui est déminéralisation de fer. Après, vous allez du côté, alors en allant vers l'ouest, vous avez les fers de Temsemen, hein, c'est à côté de l'Husseima. Alors, en allant vers l'ouest encore, alors on va parler, vous avez vers le bas, vous avez Kadnar, qui est déminéralisation de plomb zinc. Alors, si on rentre un peu dans le Rif interne, vous avez Beni Bouchra. Beni Bouchra, vous savez que la seule fois où le diamant a été signalé au Maroc, c'est au niveau des Bouchra, hein, de Beni Bouchra, c'est un diamant rétromorphosé, hein, c'est un mauvais graphite, hein, d'accord? Ah, n'allez pas. On vous a perdu, César. On vous a perdu. César, on ne vous entend pas. César, on ne vous entend pas. Et maintenant, vous m'entendez? C'est bon, César. Est-ce que vous m'entendez? Alors, je disais donc que le Rif, il y a aussi des minéralisations. Je dis qu'il y a juste une chose, c'est que la nature des roches dans le Rif, vous avez beaucoup de terrains argileux. Alors, or, les argiles, quand ils sont de nature argileuse et non pas schisteuses, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas transformées, encaissent difficilement les minéralisations. Donc, il faut chercher les minéralisations de type, entre guillemets, métallique, dans les roches dures. Où est-ce qu'on va les trouver? On va les trouver de partie orientale, où vous avez la Séphirif, donc où ils chaînent avec le fer. En allant vers l'ouest, vous avez les Temsemen avec les fers de Temsemen. Encore plus vers l'ouest, vous avez Kadnar, qui est dans la dorsale. Donc, la dorsale, quelqu'un, vous avez les minéralisations zinc de Kadnar. Si on rentre dans le Rif paléozoïque, vous avez les Beni Bouchra. Dans les Beni Bouchra, donc vous avez des roches donc, de paléozoïque qui ont donné donc, une petite curiosité géologique, c'est ce qu'on appelle le diamant, mais c'est un diamant rétromorphosé, puisque c'était un graphite, si vous voulez, qui est un graphite octaédrique. Or, le graphite, normalement, il est hexagonal et non pas cubique. Or, l'octaèdre ne peut provenir que d'un cube. Alors, si on continue vers l'ouest, vous avez dans la région de Septia, vous avez le Fahama, vous avez des minéralisations antimoine aurifères dans les Fahama. Donc, ce qui fait que le Rif aussi est très très riche. Donc, je vous en ai cité les principales. Hein. J'ai travaillé personnellement dans la région. Il y a beaucoup de minéralisations qui méritent d'être très travaillées dans le Rif. Sauf que, ben, je le dis, je le répète, dans le Rif externe, par exemple dans les Rifs, le pré-Rif en particulier, ben, vous avez beaucoup de roches argileuses qui encaissent mal la minéralisation. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Merci beaucoup, César. Donc, je ne peux pas passer quand même sans avoir remercié professeur Edmond, qui était parmi nous là et qui nous a envoyé un message d'encouragement. Merci beaucoup, c'est Edmond. Ça fait un grand plaisir de vous lire. Et aussi les autres collègues. Alors, avant donc notre fin de e-conférence s'approche, et avant de clôturer et de dire 2 mots, la première sur le réseau ForestNet, et deuxième sur l'attestation de travail, je laisse la parole à Sekoser, s'il est toujours avec nous, pour un mot de clôture, s'il a quelque chose à rajouter. Alors, je voudrais encore une fois remercier le professeur Azad de cette conférence très, très intéressante. Et je remercie aussi tous les collègues qui ont assisté à cette conférence. Et je voudrais leur dire aussi que s'ils souhaiteraient présenter eux-mêmes une conférence, ils peuvent nous envoyer le titre et l'abstract, ils peuvent envoyer le titre et l'abstract à CEO Dafi, que le soumettra au comité scientifique. S'il est accepté, nous ferons un honneur de les programmer pour les prochaines. Voilà, je le remercie. Youssef. Merci beaucoup, Sekoser. Et on tient aussi à remercier Sekoser qui nous encadre en fait pour l'organisation de ces événements-là et qui nous appuie sincèrement. Donc, il est toujours là pour nous aider, pour nous orienter
Et on remercie aussi l'Université Mohamed VI Polytechnique d'avoir nous soutenir cette activité. Et d'ailleurs, si vous avez bien remarqué, ils ont publié l'annonce et les prochaines annonces seront aussi publiées via les canaux officiels de l'université. Donc, concernant l'attestation de participation. Alors, comme j'ai dit dans mon message, il y aurait un quiz, un formulaire. Donc, c'est des 5 petites questions sur lesquelles il faut répondre. Il faut arriver à un score de 3 sur 5 pour avoir l'attestation. Le lien, je vais l'afficher une fois, on raccroche. Vous aurez le lien. Et d'ici minuit, le lien va se désactiver. Donc, au-delà de minuit, donc on n'acceptera plus de réponse. Voilà en gros. Et rendez-vous la prochaine e-conférence. Et là, ça va être une surprise. C'est une chercheuse qui viendra de l'Italie et qui va nous parler de l'économie bleue. C'est un concept sincèrement un petit peu nouveau. Et on procédera de la même façon. Il y aura un formulaire à remplir pour l'inscription. Et s'il vous plaît, respectez les règles que je vous dis parce qu'on a perdu une dizaine de personnes. Parce qu'elles une fois rentrées dans la plateforme, ils ont commencé à fouiner. Et par conséquent, ils sont maintenant dans d'autres canaux. Prière de ne rien toucher. Attendez à ce que je lance la conférence et puis faisait se joindre. C'est très simple, c'est très facile. Merci à vous tous. Merci à Cieza. Et, merci à, à la prochaine. Et tout de suite, vous aurez le lien du quiz. Merci à tout le monde. Merci à vous et à la prochaine. Et à la prochaine. Merci beaucoup, Cieza. Merci à vous. Merci, Sirkosair. Merci, Dafé. Merci à Foresnet. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt, j'espère.